Amis auditeurs, bonjour, Charfika au micro pour un nouveau numéro de l'Amour des livres. Il y a longtemps que nous souhaitions organiser une telle rencontre et l'occasion s'est présentée avec la parution d'un nouveau livre que vous venez de publier, Henri Godard. Bonjour. Bonjour. À travers Céline, la littérature. Alors ce livre paraît aux éditions Gallimard et il permet de mieux vous connaître et de comprendre votre cheminement intellectuel depuis la fin des années 50, même. Et alors, il ne s'agit pas d'un livre de plus sur Céline, c'est bien davantage un livre d'expérience personnelle de lecture. Alors, on vous connaît bien sûr à travers tous ces travaux sur Céline, d'une part, l'édition des romans dans la bibliothèque de la Pléiade, les cahiers Céline, la biographie, plusieurs essais, une édition de la correspondance, des lettres aussi dans la Pléiade, et puis d'autre part tous ces travaux sur plusieurs auteurs très marquants du XXe siècle, Queneau, Giono, et Malraux aussi, qui vous est cher et que vous évoquez souvent à la fin de ce dernier livre, et pour lequel vous avez établi l'édition de La Métamorphose des dieux dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors, on se dit que de travaux tout au long de ces années, mais est-ce que tout n'a pas commencé exactement en 1957, lorsque vous découvrez D'un château l'autre, qui vient de paraître? Oui, bien sûr, c'est ce que je raconte. Bon, ce livre est délibérément différent des précédents, qui étaient plus analytiques ou plus érudits ou plus. Celui-là représente un engagement personnel marqué que j'ai voulu, que j'ai assumé, et qui commence effectivement avec une expérience d'entrée de jeu, c'est-à-dire ma découverte de Céline, qui est une découverte en temps réel, comme on dit maintenant dans cette expression, qui veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire en 57, au moment où c'était une espèce de résurrection ou de semi-résurrection de Céline après un long purgatoire. Ça faisait, depuis la guerre, il était absolument banni, proscrit. Bon, d'abord physiquement, après sa détention, et ensuite à travers ses livres, puisque tout ce qu'il avait publié depuis son retour en France en 51 était tombé absolument à plat. Personne, il n'y avait pas eu de compte-rendu, très peu de ventes, enfin un minimum. Mais il y a quand même pas mal de livres qui ont paru entre 51 et 57. Il y a eu des rééditions chez Gallimard, tout de même. Il y a eu c'était pas rien quand même. Non, c'était pas rien, mais il faut bien voir que c'était aussi tombé à plat. C'est-à-dire que même les grands romans d'avant-guerre, réédités dans la collection blanche, n'avaient pas fait l'effet qu'ils auraient pu faire. Oui. C'était auquel on aurait pu s'attendre rétrospectivement aussi. Voilà. Donc réellement, 57 d'Un château l'autre, c'était une espèce de réveil, quoi. Et les circonstances ont fait que je suis tombé sur ce roman et que j'ai été emballé. J'ai donné le titre à la section, une espèce de coup de foudre pour cette prose qui était entièrement nouvelle. Je suis un passionné de la prose française dans toutes ses étapes. Et là, c'était une étape entièrement nouvelle et qui se proposait au plaisir et à l'exploration. Parce que avant D'un château l'autre, vos admirations vous portaient peut-être vers d'autres monuments, d'autres gloires établies comme Gide, Camus, voilà, Monterland aussi. J'avais commencé sur d'autres brisés, et bon, le choc de Céline a été d'autant plus fort. Là. Le seul texte que j'ai écrit auparavant
avant cette découverte, était un texte consacré à Monterland, et qui disait, aussi pour la prose de Monterland, pour laquelle j'avais beaucoup de... Mais je dois dire que Céline a un peu, non pas balayé, mais relégué tout cela un peu à l'arrière-plan. Parce que oui, en faisant la synthèse de vos lectures de Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, D'un château l'autre et Nord, vous écrivez... ils avaient pourtant suffi. Ils ne s'étaient pas ajoutés à mes admirations précédentes. Ils en avaient décalé les repères. Oui. C'est-à-dire que la vision du monde presque était modifiée. Le goût littéraire, la vision du monde. Tous les auteurs auxquels je m'étais attaché personnellement comme lecteur, indépendamment des exercices, tous ces auteurs étaient des auteurs classiques. Au classicisme, absolument un français un peu renouvelé, mais qui restait dans la ligne de la tradition, avec éventuellement des archaïsmes, des latinismes, etc. Tout ça c'était mon pain quotidien, quoi. Et tout d'un coup, je découvrais une prose qui était à l'opposé de cela, qui refusait, qui rejetait toute ce type de littérature, avec l'injustice que pouvait représenter Céline toujours dans ses jugements. Mais enfin, pour quelqu'un qui avait 20 ans et qui s'orientait, cherchait son chemin, ça me paraissait d'une grande nouveauté et qui avait plus d'avenir que dans ces auteurs, je dirais pas d'arrière-garde, mais enfin qui avaient donné leur meilleur avant. Et vous pensez que tous ces auteurs finalement étaient les héritiers d'une langue qui avait été fixée au XVIIe siècle ? Oui, en tout cas qui avait évolué de manière continue, sans à-coups, sans coupure véritable. On était toujours il y a Pascal, il y a Chateaubriand, il y a d'autres au fur et à mesure que je continue à aimer d'ailleurs, bien sûr, ça va de soi, mais enfin qui ne m'ont pas orienté de la même manière. Et le monde vous apparaissait beaucoup plus fade finalement avant ce monde d'avant, ce monde d'hier même, pour reprendre le mot de Zweig, finalement à travers la recréation linguistique ou littéraire et historique de Céline finalement. Oui, il y avait une césure, il y avait plus qu'une césure, une coupe forte, et Céline, relativement parlant, apparaissait plus en phase avec le monde moderne, y compris dans ces années, puisque j'étais tombé avec D'un château l'autre dans l'évocation de son équipée en Allemagne en 44-45, qui comportait beaucoup de bombardements. Or, il se trouve que moi j'avais vécu, je le raconte à la fin de ce chapitre d'ouverture, j'avais vécu un bombardement. Et donc tout d'un coup, ça résonnait pour moi autrement que les mémoires d'Adrien, disons, pour lesquels j'avais eu de l'admiration. Oui, citez Yourcenar également dans ses lectures, ou les romans de Gracq aussi, le Rivage des Syrtes aussi. Oui, tout ça. Oui, mais après, évidemment... Céline était plus en prise sur le monde tel qu'il est. Oui. Et vous n'avez pas retrouvé ça chez d'autres auteurs ? Non, véritablement non. Il faut dire qu'à partir du moment où j'ai fait cette découverte, les choses ont été, par circonstance, un enchaînement qui m'ont conduit à de plus en plus approfondir ma connaissance de Céline. Parce qu'il y avait les romans qui avaient existé avant, c'est-à-dire ceux d'avant-guerre. Il y avait celui qu'il était en train d'écrire pendant que moi je le découvrais, c'est-à-dire Nord. Et donc, ça faisait une matière importante, avec, en particulier, avec la lecture de Voyage au bout de la nuit. La question se posait, c'était, je ne le précisais pas explicitement, mais c'était implicite, c'est-à-dire comment est-il passé de Voyage au bout de la nuit à cette prose dans laquelle je l'avais découverte. Ce qui est une grande question, parce que Voyage au bout de la nuit, avec tout son aspect
de bombes, déflagration qu'il avait eu en 32 était quand même, au point de vue littéraire, très loin de ce qu'il allait faire au moment dans les romans d'après-guerre. Il vous apparaissait presque comme un des représentants de cette littérature, finalement, que vous aviez abandonnée. Pas tout à fait quand même, parce qu'il avait son impact, Dieu sait, il était apparu en 32 comme une bombe extraordinaire. Mais à regarder les choses de près, c'était une coupure relativement superficielle, puisque elle était faite essentiellement par le français populaire, par le coup de force de l'introduction d'un français populaire dans la littérature, ce qui était énorme déjà, mais qui était relativement superficiel par rapport à ce qu'il allait faire après. Parce que, par exemple, ça touchait relativement peu la syntaxe. Alors que petit à petit, c'est du côté... Dans Moracredi, est-ce que la rupture n'est pas plus profonde déjà? Alors c'est là qu'est le vrai départ. Oui. Hein, c'est là qu'est le vrai départ entre Moracredi et entre Voyage et Moracredi. Parce que là, la phrase commence à être titillée, mise en question. En même temps que de manière annexe, comme vous le savez, il y a un accroissement de l'argot entre Voyage et Moracredi, sans doute dû à sa découverte l'ouvrage de Chautard, d'Émile Chautard. Que vous connaissez bien, puisque vous l'avez préfacé à l'automne dernier. Alors, justement, après cette découverte en 1957 d'un château l'autre, les éditions de Céline commencent à circuler davantage, et notamment à travers le livre de poche, puisque il avait paru l'année précédente, Voyage, et puis Moracredi juste au même moment. Les deux premiers romans étaient en livre de poche. Donc vous remontez comme ça je suis en amont. Mais le choc de Voyage et Moracredi ne semble pas avoir été aussi fort que... Bon, il n'y avait pas l'aspect de découverte. C'était un aspect de confirmation plutôt que de découverte, mais de confirmation très, très solide. Et Nord, lorsqu'il paraît en 60, et pour vous aussi dans la continuité d'un château l'autre. Absolument. Absolument, avec les mêmes... petits détails à découvrir, à analyser si on en avait envie, etc. Parce qu'entre-temps, vous avez passé l'agrégation, oui. Et donc vous aviez mis Céline en quelque sorte un peu de côté le temps de... Oui, bien sûr, en réserve. En réserve. De passer les examens, voilà, les concours. J'ai passé l'agrégation avec un sujet sur les mémoires d'outre-tombe qui était autre chose. Oui. Mais alors, le choc célinien fut si fort sur votre esprit que vous poussez l'audace jusqu'à vous rendre à Meudon même, rendre visite à l'intéressé qui vous adresse même quelques mots un peu anecdotiques. Effectivement. Il y avait ce besoin presque de voir le poète, d'aller sur son lieu. Avec l'attrait de toute aussi notoriété. Effectivement, j'ai appris que il y a un auteur par siècle pour l'agrégation chaque année, dans le programme de chaque année, et celui pour le 16e allait être l'année suivante, allait être Rabelais. Et donc j'ai un peu sauté sur l'occasion d'aller voir ou d'aller entendre ce qu'il avait à dire sur Rabelais, avec lesquels il y avait d'évidentes parentés, en même temps que d'évidentes oppositions. Alors, en réalité, ça n'a rien donné de concluant, parce que il avait peu de choses à dire vraiment. Hein. Mais ça a donné une entrevue. Enfin, entrevue, c'est peut-être trop dire, c'était à travers la grille de son jardin. Donc, entrevue, c'était vraiment entre. Mais il m'a reçu avec cordialité. Alors que les témoins disaient que souvent, lui-même disait, je lâche les chiens. Il avait cette meute près de lui, et là, il n'avait pas lâché les chiens, et je suis reparti avec de bonnes paroles sur mon avenir. Mais est-ce que, malgré le côté sulfureux, le paria, est-ce qu'il y avait une humanité dans son contact? Le fait de le voir, un magnétisme. Alors, il y a des films qui existent, oui. Mais... en l'occurrence,
la bonne surprise, c'était qu'il était capable d'être aimable et cordial avec des jeunes. Oui. Ce qui était pas évident, parce que il s'était construit ce personnage avec cet habillement, avec ses coups de gueule, etc. En contraste complet avec ce qu'il était dans les années 30, où il est en costume, assez élégant. Non, mais là, en 50, c'était le mendiant hargneux, quoi. Or, j'ai eu pour un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure, je sais plus, un autre Céline, quoi. Du fond de sa hargne, il y avait encore un moment de possibilité d'accueil. De douceur, presque. Oui, tout est relatif. Parce que sur Rabelais, il publiera une sorte de petit texte, enfin, qui sera utilisé en préface. Il a raté son coup, Rabelais. Oui, mais c'était un coup d'éditeur. Oui. C'était un coup d'éditeur d'un club de livres qui rééditait, pas du tout de manière savante, qui rééditait un ou deux livres de Rabelais et qui s'était dit, tiens, si je peux téléphoner, si je peux avoir Céline, ça serait bien pour le lancement. Alors comme explique Céline après, il se précipite, il donne rendez-vous pour le lendemain ou le surlendemain, par téléphone, hein, qu'il faisait, et il se précipite sur la grande encyclopédie et il lit l'article Céline. Après quoi... Rabelais, il voulait l'article Rabelais, oui. Et après quoi, il peut répondre. Mmh. Alors, dans cette découverte célinienne que vous faites à la fin des années 50, et puis à partir d'un château d'eau, et puis après tous les autres livres, ce qui vous intéresse d'abord, même si vous êtes allé lui rendre visite, c'est le texte. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui, mais parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui s'intéressent à Céline ont parfois tendance à considérer l'homme, le mythe, son histoire, sa biographie. Mais oui, non, mais c'est ça qui est important. C'est votre expérience de lecteur. Je suis très strict là-dessus. Très strict. Et oui. Mais ça, il faut le rester. Lui-même disait, je suis un janséniste de la langue française. Oui. C'est une belle déclaration. Je suis un janséniste, et moi, d'une certaine manière, je suis un janséniste du texte, quoi. Je ne suis entré dans les questions de témoignage ou que dans la mesure où, pour l'édition de la Pléiade, ça servait à faire le départ entre l'imaginaire et le réel. Pour le reste, inévitablement, avec lui, même limité dans cette perspective, ça donne lieu, le contact avec les témoins donnait lieu à des péripéties, parce que tous les témoins de Célinien n'étaient pas... Non, pas toujours très, recommandables, courtois. Mahé, par exemple, voilà, que vous allez voir, vous citez l'entretien que vous avez. Oui, d'une part, c'était un vieux roublard qui ne voulait rien dire parce qu'il voulait monnayer ses souvenirs, et d'autre part, il termine in coda venenum. Ouais. Rotor, donc on parle de Henri Mahé, Rotor, il jouait au chat et à la souris avec moi en paraissant répondre à mes questions par des confidences qu'en réalité il avait déjà faites dans son livre. Sur le pas de la porte, inversant les rôles, il me posait une question. Vous n'avez pas par hasard épousé une juive? Tous pareils. Oui, c'est vraiment... C'est extraordinaire. Parce que tous pareils... Enfin, j'ai tenu à rappeler ça parce que c'était un personnage vraiment odieux. Et qui était donc un confident de Céline. Ah oui, il avait eu une importance. Il avait eu une importance. Enfin, il avait dit à peu près tout ce qu'il avait à dire. Non, il était tout un côté de Céline. Tout le côté sexe, le côté cul, un peu, tout était là et était avec lui, quoi. Parce que ça, c'est aussi une dimension de l'œuvre importante qui apparaît dans Moracrédit. D'abord de la vie. De la vie avant d'être l'œuvre. Dans l'œuvre, c'est plus c'est plus volontaire et pour la recherche de l'effet. De temps en temps, il faut qu'il y ait un peu de sexe. Il l'avait utilisé dans Moracrédit avec des passages assez violents. Et qui d'ailleurs, certains avaient été coupés. C'était un peu hard, comme on ne disait pas encore à l'époque. Et donc, l'éditeur de Noël c'est un truc qu'on ne pourrait plus faire maintenant, il avait purement et simplement fait sauter des plombs
il y avait les lignes de plomb avec les caractères, et il faisait sauter les mots qui lui paraissaient litigieux, sous le prétexte qu'il ne voulait pas avoir un procès pour atteinte aux bonnes mœurs. Donc il prenait sa spatule, je sais pas, il faisait sauter ça, ce qui donnait des résultats extraordinaires. Avec des blancs voilà, au milieu blancs. Mais au milieu, il lui prit le et puis un blanc. Voilà. Mais il y a quand même eu des exemplaires imprimés, une petite dizaine avec non, centaines. Centaines, tant que ça, oui, même. Centaines. Avec les passages donc qui ont pu être restaurés après. Mais heureusement, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu établir l'édition de la Pléiade avec le texte complet. Oui, parce que lui-même, Céline, avait essayé de restaurer des passages dans la première Pléiade. Voilà, dans l'intervalle, il avait accepté à de Noël, il avait refusé toute édulcoration, il s'était pris aux cheveux, enfin c'était très violent. Faites ce que vous voulez, moi j'en ai rien à faire. Et après la guerre, quand même, avec Gallimard, il était tenu à un peu plus d'amabilité ou de compréhension, et donc il avait accepté de réécrire les blancs plus ou moins manière plus ou moins adoucie. Disons. Ça fait déjà donc une troisième version de. Voilà, donc pour la Pléiade, mon propos était j'étais revenu au texte initial, bien sûr, en donnant en variante les passages qu'il avait réécrits en 51. Parce qu'il y tenait à sa Pléiade en 51. Ouais. En 61. 61, et qu'il ne verra pas d'ailleurs. Mais alors, là, bon, on aborde des aspects, sympathiques, pittoresques, mais il y a un deuxième choc qui se produit sur vous à la fin des années 60, lorsqu'une amie vous tend un des livres sulfureux de ceux qu'on appelle les pamphlets, qui est Bagatelle pour un massacre. Mais alors, une question, pourquoi avoir tant tardé à lire le pamphlet parce que vous saviez quand même qu'il y avait eu l'appareil. Mais c'était à l'état, pour moi, c'était à l'état de rumeur plutôt. C'était à l'état d'horreur. Je savais qu'il avait écrit des trucs, mais j'avais pas éprouvé le besoin d'aller regarder, quoi. Et puis j'étais avec lui en situation d'amateur. Et je me disais pourquoi aller chercher des choses que je considérais de loin, ignorant leur virulence, que je considérais comme un antisémitisme d'époque ou des choses comme ça, quoi. D'autant plus que il s'employait à répéter partout que c'était uniquement du pacifisme, etc. Donc, pour moi, il a fallu. Et d'ailleurs, je dois dire que beaucoup de gens qui en parlent encore maintenant en parlent sans avoir lu le texte, puisque jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, le texte n'était pas réimprimé. Non. Il donnait lieu à des éditions pirates extrêmement coûteuses. Alors, depuis l'année dernière, il y a eu une édition à l'étranger, puisque c'est toujours interdit en France, une édition à l'étranger qui permet aux lecteurs de se faire une opinion. Mais moi, en 57, c'était un choc, en effet. En 67. 67. Oui, mais oui, parce que les livres n'étaient pas réimprimés. Lui-même avait donné l'interdiction de les réimprimer. Et est-ce qu'il y avait des gens qui le sollicitaient pour Énormément. Énormément. Ah oui. Énormément. Ah oui, parce que ça disait, je n'ai jamais affaire qu'à des cons. Parce que ça avait été des succès d'édition. Que trop. Mais alors, quand vous tombez sur Bagatelle pour un massacre, donc il y a ce choc, mais vous retrouvez cette langue de mort à crédit en partie. Oui, en partie. Il faut entrer un peu là dans le détail, en disant d'abord que les pamphlets sont majoritairement de ce pacifisme antisémite, mais qu'il y a quand même des séquences de belles pages. C'est ça qui fait aussi le problème. Il y a dans chacun surtout dans Bagatelle, et il y a les 15 dernières pages sur Saint-Pétersbourg sont inégalables, vraiment extrêmement belles. Et la même chose pour les Beaux Draps. Donc il y a ça. Qui est les Beaux Draps, le troisième et dernier pamphlet. Il y a l'école des cadavres, pour que ce soit clair pour l'école des cadavres dans lequel il n'y a pas beaucoup de passages tolérables. Mais donc il y a cette découverte brûlante
des passages antisémites, hein. Ouais. Et j'essaye de reconstituer la lecture que j'ai pu en faire dans le livre. Au départ, ça peut... D'autant plus qu'il avait brouillé les cartes d'une certaine manière, hein, puisque dans Mort à crédit, il montrait le personnage du père comme un antisémite, mais il le caricaturait comme antisémite. Hein, il disait, c'était un type, il l'avait même dit à Emmanuel Berle. Il dit, tu te rends compte, mon père, quel con, chaque fois qu'il avait un ennui à son bureau, il accusait les juifs et les francs-maçons. Et il l'écrit dans Mort à crédit. Et puis, 6 mois après, il fait exactement la même chose. Mais avec une violence insoutenable. Donc, effectivement, je me suis retrouvé dans la situation que j'ai connue bien des fois par la suite, de lecteurs qui, après avoir lu ça, ne veulent plus entendre parler de Céline, ne veulent plus lire une ligne de Céline. Soit qui disent un type qui a écrit ça est incapable d'écrire autre chose, soit qui disent par principe je ne veux plus lire une ligne de celui qui a écrit ça. Et alors effectivement, ma situation a été, j'ai connu cette espèce d'œuvre noire, hein, si je puis dire, pendant un certain temps. Et puis, je me suis dit que je ne pouvais pas quand même renier entièrement mon admiration précédente sans avoir fait l'épreuve de relire les textes qui m'avaient le plus retenu. Et je les ai lus, en particulier Mort à crédit, et je me suis aperçu que ça tenait... ça aurait pu pour moi aussi, mais non. Pour moi, ça tenait, l'admiration était la même, le plaisir était le même. Et du coup, j'ai pris la décision de transformer ce qui était un goût de lecture en une étude, c'est-à-dire, en l'occurrence, en une thèse. En une thèse. Et ça veut dire que vous aviez partie liée avec cette œuvre. Oui. Aussi. Et jusqu'à aujourd'hui encore, finalement... Voilà, c'est là, si je puis dire, que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Mais ça n'a pas dû être facile pour vous non plus vis-à-vis des autorités universitaires ou des éditeurs, du public. D'abord de trouver un directeur de thèse qui accepte de patronner une thèse sur Céline. Il a fallu que je frappe à plusieurs portes avant d'arriver. Il a fallu que je tombe sur un homme de bonne volonté, mais ça a été difficile. Bon, et c'est vrai que ensuite, dans la carrière universitaire et autres, hein, je sais qu'il y a des publications dans lesquelles j'ai jamais eu un compte rendu. Mais est-ce que la postérité de Céline ne vous doit pas beaucoup en réalité, parce que vous, avec ces éditions de la Pléiade, cette thèse poétique de Céline, où aussi vous vous intéressez au texte même, c'est tous ces travaux aussi sur les manuscrits, vous l'avez en quelque sorte anobli ou magnifié en tant qu'écrivain. Oui, c'est probable. C'est pas à moi de le dire, mais c'est probable. C'est pas à vous de le dire, mais c'est quand même. Vous avez eu un rôle et que personne d'autre n'a joué, par exemple, sur Céline aussi à ce point. Effectivement, bon. que ça soit à mon crédit ou à mon débit, le fait est que j'ai sans doute un rôle. Quoi. Oui, mais alors cette connaissance. Mais je l'assume. Je l'assume, parce que quelquefois là, quand on voit tous les livres sortir aussi sur Céline, même des pamphlets contre lui, tout, ou ces gens qui le critiquent sans avoir lu, même les livres interdits. Est-ce que par moment ça vous fatigue pas aussi d'entendre? Bien sûr. Si. En plus que les pamphlets contre lui sont parfois des pamphlets contre moi. Hein, oui. Il y a une demi-douzaine d'opuscules dans lesquels je suis violemment pris à partie. Il a fallu que je vive avec ça. Hein, oui, mais parce que ça, humainement, ça n'a pas été facile. Oui, non écoutez, plus. il faut assumer ses choix. Hein. Oui. J'ai eu des difficultés à l'oral dans des conférences, à l'écrit avec ses opuscules ou ses livres. Je les collectionne, j'en ai un petit rayon dans ma bibliothèque. Il y a par exemple un livre qui date de, je crois, 94, qui s'intitule Contre Céline et qui est très largement un contre Godard. Ouais. Pour avoir justement favorisé cette mise en avant de Céline. Quoi. Et en particulier, en particulier, c'est un point que je veux aborder, qui me reproche longuement d'avoir publié, c'était après la fin
de l'édition des romans dans la bibliothèque de la Pléiade, c'est-à-dire en 94. Et donc l'édition des romans comporte 4 volumes, dont les 2 derniers, ou surtout le tout dernier, est composé des romans d'après-guerre. Or, le critique qui a écrit ce livre, l'auteur de ce livre, fait partie de ceux qui considèrent que les 4 derniers romans sont en réalité de véritables pamphlets. Ce sont des pamphlets déguisés sous une forme romanesque, mais que Céline en est toujours à prêcher son credo raciste. Et en effet, alors tout dépend de la manière dont on considère. Il y a dans ces 4 romans, surtout Nord et d'Achâteauneuf, il y a un certain nombre d'allusions plus ou moins voilées qui montrent qu'il n'a pas du tout abandonné ses idées. Il ne se renie pas du tout. Et du coup, si on veut, et c'était le cas de l'auteur, si on veut, on peut considérer que tout ce qui fait comme récit de la traversée de l'Allemagne, etc., qui pour moi est l'essentiel, ça n'est que destiné à faire passer les allusions à ce credo raciste, quoi. Donc, il y avait cette prise à partie forte qui n'a pas empêché, on n'a pas retiré les livres du commerce. Mais on les a laissés, mais enfin. Oui, mais c'est pas facile à. Bon, j'en parle d'ailleurs. Oui, vous en parlez. Oui, j'en parle dans ce livre. Je me suis interdit de répliquer pendant très longtemps, mais 20 ans après, je reviens là-dessus parce que il se laissait déborder, l'auteur se laissait déborder en me qualifiant non seulement de spécialiste de Céline, ce qui serait rien, ce qui serait la vérité, mais de Célinolâtre, Céline, je sais plus, enfin, il y a toute une série de termes qu'il emploie que je considérais comme injurieux. Étant donné que j'ai toujours veillé à faire le départ entre ce que j'acceptais et ce que j'acceptais pas. Ben oui, mais c'est-à-dire que votre position est pleine de nuances aussi, et dans votre essai Céline Scandale aussi, vous essayez de faire c'est forcé avec un auteur comme ça. Oui, mais vous n'avez pas eu la position d'un idéologue non plus. C'était la littérature qui devait primer. Toujours. Toujours, mais s'agissant d'un écrivain pareil qui suscite aussi beaucoup de jalousie, de passion. Comment dire, quelquefois l'indignation l'emporte sur l'examen. Bien sûr, c'est à chacun de faire son compte. À chacun de faire son compte, de savoir. Moi, j'essaye le plus posément, froidement possible, d'établir les termes du problème. On n'arrivera jamais à concilier complètement le dégoût et l'admiration. Ce qui se passe, c'est que de la part de chaque lecteur, on fait une espèce de balance, et dans cette espèce de balance, il y a ceux pour lesquels l'admiration pour le romancier l'emporte, et puis ceux pour lesquels l'indignation l'emporte, quoi. Ce qui ne veut pas dire que, en tout cas, ceux pour lesquels l'admiration finit par l'emporter restent étrangers au dégoût. Je me suis imposé de périodiquement relire les pamphlets pour ce qui n'est pas comme un antidote. Voilà, comme un témoin, oui. Oui. Et c'est toujours aussi brûlant. Ouais. C'est toujours aussi brûlant après les choses. Et puis la déformation, vous voulez dire, les outrances. Oui, alors on peut reparler après de ça. Oui. Mais je voulais dire un mot pour l'instant de ceci, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur Céline de manière suivie, c'est-à-dire autour des années 68, 70, etc., les choses étaient, je veux dire, les questions d'antisémitisme étaient relativement apaisées. C'était relativement apaisé. On pouvait, peut-être je me flattais, mais dire, on peut parler de lui
en faisant la part des choses et sans que ce soit brûlant. Et puis les choses, il y a eu les guerres en Israël, il y a eu des choses qui sont ressorties et qui jusqu'à aujourd'hui ou dimanche dernier. Et puis la perception différente de l'occupation aussi, avec les livres de Paxton, le chagrin et la pitié, enfin jusqu'à tout ça. Donc je suis parti jusqu'à un certain point serein. Et cette sérénité n'a pas entièrement tenu parce que je me suis retrouvé au milieu de choses. Là où j'en ai pris conscience, juste un mot. Là où j'en ai pris conscience, c'est, je crois, en 78, au moment où j'étais entre le 2e et le 3e volume de la Pléiade, il y a eu une interview marquante d'un homme qui s'appelait Darquier de Pellepoix et qui avait été un agent actif de la politique antisémite allemande, quoi. Et là, cette interview qui avait paru dans l'Express, tout d'un coup j'ai pris conscience, ça soulevait le cœur, quoi. C'était du genre oui, il y a eu des morts, mais ils sont morts de maladie, de typhus dans les camps, etc. Des choses pour empêcher les poux, etc., quoi. Tout d'un coup ça m'a sauté à la figure comme une actualité. On pouvait encore en 78 dire ça, qui changeait un peu les données du problème. Oui, mais ça a été très marquant, cet entretien, dans le regard rétrospectif que l'on a porté sur la période. Oui, bien sûr, ça a été une date. Une date, oui. Ça a été une date. Et je me suis aperçu à ce moment-là que dans ce qu'il avait de pire, Céline était une espèce de Darquier. Oui. Bon, pas actif, il n'avait pas des mesures prises ou une action. Enfin, dans l'attitude, il était une espèce de Darquier. À cela près qu'il était en même temps l'écrivain qu'il était. Et ce qui changeait, et qui se voyait même à des choses qu'on pourrait considérer comme superficielles, mais qui ne le sont pas tellement. Pendant la guerre, où il aurait pu donner à pleine voix pour accroître encore les persécutions ou s'en féliciter, etc. Il passait les 3/4 du temps à écrire son roman Guignolsband. C'est-à-dire que il n'était pas tout entier comme un homme comme Darquier de Pellepoix. Je vous propose qu'on fasse une pause, Henri Godard, et on se retrouve tout de suite après. Fréquence protestante 100.7 sur la bande FM. Vous écoutez L'amour des livres, Charles Ficard au micro, et nous sommes en compagnie d'Henri Godard qui nous présente son dernier livre à travers Céline, la littérature, aux éditions Gallimard. Alors, justement, le titre de votre livre est évocateur, parce qu'il y a des enjeux très important, justement à travers votre lecture personnelle de Céline, qui dépasse même la littérature. À un moment, vous dites que l'œuvre de Céline a partie liée avec la mort, et que ça peut rebuter certains lecteurs, qu'il y a cette en permanence, vous dites que ce sentiment de lutte, de combat. De combat de chaque minute contre la mort, dites-vous, et ça rejoint les thèmes de la création, en fait, et c'est ça aussi qui vous importe beaucoup dans cette œuvre, parce que elle permet d'accéder à quelque chose de presque de plus grand qu'elle. Oui, d'une certaine manière, c'est la raison d'être de ce livre. C'était de repartir de Céline et des problèmes que je m'étais posés à travers lui pour déboucher sur ce qui m'importait vraiment, c'est-à-dire une certaine définition de la littérature. Or là,
c'est l'autre aspect de ma trajectoire, de mon parcours, étant donné les années ou les décennies que j'ai vécues. J'ai vécu une période où une certaine critique théoricienne appuyée sur les sciences humaines, psychanalyse, idéologie, sociologie, tenait le haut du pavé, c'est-à-dire était proposé des grilles d'interprétation auxquelles Céline se prêtait d'une certaine manière, parce qu'il est évident que en matière de psychanalyse, il n'y a qu'à voir la manière dont il parle de sa mère, de son père, dont il fait intervenir des mentions de déjection. Tout ça donne prise à une lecture psychanalytique, et il y en a eu beaucoup. Des lectures freudiennes. Voilà, lectures freudiennes, lacaniennes, clistéviennes. Il y a eu beaucoup. Or, ce sont des choses qu'on ne peut pas ignorer, mais qui me laissaient, au fur et à mesure que je les lisais, me laissaient avec le sentiment de passer à côté de l'essentiel. Parce que ce qui était pour moi l'essentiel, c'était ce que j'avais retenu de ma formation, si je puis dire, par la lecture de Malraux, et en particulier des écrits sur l'art de Malraux, c'est-à-dire une mise en avant de ce que ces lectures théoriciennes ignoraient ou même combattaient, c'est-à-dire la notion de création, c'est-à-dire la notion de littérature. Et donc, d'une certaine manière, j'ai traversé ces années avec le souci de réhabiliter, de remettre en avant, en circulation, la notion de création que Malraux dessine ou définit à propos des arts plastiques, mais qui naturellement a une incidence sur la littérature. Qui s'applique également à la littérature. Voilà. Oui. Et donc j'ai consacré le dernier tiers du livre à essayer, d'une part, de définir ce problème, cette polémique même, puisque les sciences humaines, les critiques sciences humaines ne se contentaient pas d'ignorer la création, ils l'attaquaient violemment, en comptant que la création c'était une notion idéologique de droite, etc., etc. Donc j'ai posé dans le dernier tiers du livre, le problème tel qu'il était, et puis j'ai repris une lecture de Céline, cette fois-ci non pas chronologique, non pas anecdotique, mais une espèce d'étude synthétique pour montrer en quoi on pouvait, que j'intitule la création à l'œuvre, pour montrer en quoi Céline pouvait servir d'exemple, non seulement à des lectures analytiques, mais encore à une critique de la création, pour dire les choses rapidement. Et effectivement, il est clair qu'il y a chez lui, on peut trouver chez lui un exemple de ce qui est peut-être le sésame de la création en matière littéraire, c'est-à-dire une sorte de correspondance entre les formes de l'écriture, le style, et les formes de l'imaginaire. C'est l'objet de ce chapitre vers la fin du livre, avant de prendre... Parce que, effectivement, la notion de création telle qu'elle est chez Malraux, elle va très loin. Elle est exaltée par quelqu'un qui est un agnostique, mais qui la définit à partir d'interrogations métaphysiques. La création, pour lui, c'est la manière dont un artiste agnostique peut se dresser et opposer quelque chose à la condition humaine. Et c'est de ce point de vue-là, il me semble, et on peut établir, alors il faut entrer un peu dans le détail, mais on peut établir les correspondances, les différents niveaux où les choix stylistiques répondent au choix de l'imaginaire. La mort, par exemple, on peut voir comment il y a une manière de concevoir la mort, ce qu'il appelle la lourdeur, la compacité, la matière, etc., de les concevoir dans la langue
comme il les met en avant dans l'imaginaire. La haine de la matière. La haine de la matière. Il est clair que cette prose à laquelle il en arrive, par cette évolution continue, dans ces derniers romans, au terme de ce mouvement très, très puissant, très souverain, cette haine aboutit à casser la phrase dans la mesure où la phrase est sentie par lui comme une espèce de bloc compact. Pour lui, c'est la figure de la matière en matière d'écriture, si je puis dire. Et donc, il l'aère, il la casse en segments, en courts segments de 7 ou 8 syllabes. Il l'aère, il en fait ce qu'il appelle, les deux références sont parlantes, ce qu'il évoque sous le nom de dentelle, qui est faite précisément de plein et de vide, de plein sur le vide, et la danse. Et la danse. Or, ce qu'il cherche dans ce style fragmenté, relié par les fameux 3 points, c'est précisément quelque chose d'équivalent. Donc, on trouve là un point de jonction, il y en a d'autres, mais un point de jonction de l'écriture et de l'imaginaire. Et de cette danse, vous voulez dire, dans le rythme aussi, du mouvement qui veut donner, voilà. Et presque de l'énergie. Il y a c'est vrai que pour lui, le défaut ou le point faible de la phrase écrite, c'est que elle fait un rythme coupé au fur et à mesure. On part du point et puis on arrive au point suivant et on s'arrête, etc. Ça fait donc quelque chose d'entrecoupé. Alors que les segments dans lesquels il distribue finalement le sens, ces segments presque sont une espèce de continuum. C'est une espèce de continuité. C'est la base de ce qu'il appelle, d'une expression qui est mise un peu à toutes les sauces, sa petite musique. Sa petite musique, c'est le rythme que donne le continuum des segments tel qu'il le définit. Et ce continuum, vous le voyez comme un aboutissement de la réorganisation de la phrase ou comme le point de départ finalement d'une nouvelle langue, parce qu'il n'a pas eu tellement de successeurs. Non, c'est clairement et de manière parlante un aboutissement pour lui. Oui. Je ne sais pas si c'est destiné à faire des émules. Il garde sa pleine originalité. Oui. Et on le voit au fait que même j'ai toujours été très sensible au fait que les jeunes qui ont un peu le sens littéraire en arrivent très vite à Céline. Ils s'intéressent à Céline, c'est pour ça que j'ai cité à la fin ce mot d'un étudiant. Et dans toutes mes années universitaires, j'ai toujours vu que je veillais à ne pas trop mettre Céline en avant, mais j'ai toujours vu que les étudiants qui avaient le plus, que je considérais d'autre part comme ayant le plus le sens littéraire, se reportaient à Céline. Quand je donnais un sujet d'examen qui était Céline, je donnais toujours un second sujet pour éviter à ceux qui auraient été horrifiés d'avoir à traiter par force, pour leur forcer la main. Or, j'ai toujours vu que les meilleurs étaient ceux qui prenaient Céline. Et vous recommandez quel livre de Céline, par exemple, pour ceux de nos auditeurs qui aimeraient entrer dans cette œuvre ? C'est difficile. Il faut les prévenir que Céline n'est pas une lecture facile. C'est comme Proust le dit, toute nouvelle prose, il faut s'habituer à un véritable apprentissage. Cela dit, il me semble que le livre qui est le plus facile, destiné à faire entrer dans Céline, c'est Mort à crédit. C'est Mort à crédit. En faisant attention que le prologue de 50 pages, au début, est un peu difficile. Mais à partir du moment où il entre dans le récit, avec la formule « le siècle dernier, je l'ai bien connu », etc., ça coule tout seul, et je crois que c'est par là qu'on peut entrer dans Céline. Mmh. Beaucoup plus que par Voyage que tout le monde cite, et voilà, pour lequel même vous avez des mots parfois un peu durs. Vous dites « c'est l'arbre qui cache la forêt et que peut-être on retient seul pour qu'il la cache ». Oui.
Effectivement, je suis toujours sensible au fait que pour je ne sais pas quel pourcentage, quelle proportion de lecteurs Céline sait Voyage au bout de la nuit. Je le vois tous les jours. Tous les jours. Et vous voyez, au bout de 5 Pléiades, il faut continuer. Voilà. Toujours vrai. C'est ce que vous continuez à faire. Mais alors, une question, parce que là, quand on mesure l'influence et l'importance que Malraux joue dans votre pensée, à l'époque, au moment où vous découvrez d'un château l'autre, Malraux lui-même est en plein dans les publications de ces grands livres d'art. Je dis pas d'histoire de l'art, mais ou en tout cas de, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, moi, d'œuvre esthétique. Dont la lecture avait précédé. Oui. Pour moi, avait précédé la lecture de Céline, la découverte de Céline. Donc c'est presque concomitant, ou en tout cas ça précède, oui. Et Malraux est resté une préoccupation tout pour vous? Absolument. Ou est-ce que ça c'est devenu plus important ces dernières années? Non, c'est resté une préoccupation constante. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un repère aussi. J'ai été amené par la force des choses. Le temps de travail n'est pas extensible à l'infini. J'ai consacré une grande partie à Céline, mais dès que j'ai pu, je suis revenu à Malraux. Et pour vous, Malraux n'a rien perdu de sa force, parce qu'aujourd'hui on entend des choses sur lui où on se le constate aussi que Dieu sait. Il s'est un petit peu éloigné du public. Bien sûr. Et pourtant il a des fulgurances aussi à sa manière. Mon but à l'heure actuelle serait de rendre leur visibilité aux essais sur l'art de Malraux. Je trouve qu'il nous manque. Il nous manque. Et il nous manque pour quoi? Pour sa voix, sa vision, son lyrisme, ses vues pénétrantes. Tout va. Il a une conception de l'art qui est d'une très grande force et qui est précisément mise en accusation ou en doute par les théories sciences humaines. Je crois qu'il est l'autre pôle de la réflexion sur la littérature. À condition d'arriver à le lire. Il n'est pas facile non plus. Hein. Les essais sur l'art ne sont pas d'une lecture facile. Non, mais vous aviez publié en parallèle de votre édition de la Métamorphose des dieux un essai qui s'intitule L'expérience existentielle de l'art, où vous alliez dans des musées aussi, vous confrontiez vos sensations personnelles à travers. Et est-ce qu'on pourrait pas dire à travers Malraux l'art que vous avez écrit, à travers Céline la littérature? Absolument. Oui. C'est pour vous un miroir aussi Écoutez, j'ose pas trop dire, mais enfin, effectivement, pour moi, c'est une référence constante, y compris maintenant, depuis qu'il s'est un peu éloigné dans l'opinion, quoi. Mon but est de lui redonner sa place. Je trouve qu'il y a beaucoup d'attaques portées contre lui, qui sont des attaques idéologiques ou des attaques de l'homme, de sa carrière. Beaucoup de gens ne se sont pas remis qu'il ait pu être ministre qu'il se soit rallié à De Gaulle après avoir avant-guerre été de la gauche, hein, et ils se sont pas remis non plus qu'il ait été ministre. Il traîne tout un paquet de préjugés. Mais j'espère qu'il en sortira. Oui, mais son rôle en tant que ministre de la Culture n'a pas été, négatif ou... Non, mais il y a toute une frange du public, de lecteurs... Ou de l'intelligentsia, vous voulez dire, ou des faiseurs d'opinion... Voilà. Beaucoup de gens ne lui ont pas pardonné, ils n'ont pas compris d'abord, parce qu'il s'agit de la comprendre, et ensuite ne lui ont pas pardonné sa trajectoire. Et il voit les essais sur l'art à travers la trajectoire politique. C'est-à-dire, ce sont les essais d'un homme de droite, d'un conservateur, etc. Et vous voyez des correspondances entre les deux, entre son action politique et ses vues sur l'art? Bien sûr. Bien sûr, oui. Bien sûr. Moi, vu de mon point de vue, il s'est sacrifié. Il a sacrifié la poursuite de son œuvre pour une action qui allait dans le sens de ce qu'il disait dans son œuvre. Il s'agissait de mettre le plus grand nombre
de chef-d'œuvre accessible à la portée, ça. Oui. Et il s'est mouillé, si je puis dire, et il ne s'en est pas remis. Hein. Il s'est compromis pour ça. Oui, mais compromis. Oui, mais non, mais on peut, si on le considère de manière positive, c'est parfaitement possible. Hein, mais il y a toute une frange de l'opinion, y compris parmi les faiseurs d'opinion, qui le lui reprochent, qui n'ont pas oublié ça. Mais par exemple, il a l'organisation des grandes expositions, je pense à celle de Picasso, par exemple, où il y avait une sur l'Iran aussi, le Mexique, les grandes expositions des années 60. Et Picasso et tout, bien sûr. Non, il a eu une action, tout ce qu'il y a de plus... Ou sur les monuments, les façades, le ravalement... Positive. Alors c'est vrai, les maisons de la culture, ça n'a pas été... Oui. Sur ça n'a pas... C'était une belle idée. Oui. Mais qui n'a pas donné, étant donné ce que sont les créateurs à l'heure qu'il est, c'est difficile. Oui, on ne parle plus d'artistes, on parle de créateurs ou de plasticiens. Plasticiens, oui. De vidéastes. Oui, des installations. Oui, mais mais parce que c'est quand même quelqu'un qui a une notion de l'histoire, des civilisations dans leur ampleur. Mais vous n'aurez pas de mal à me faire dire qu'en effet, il y a tout un rôle positif que Malraux pourrait jouer. Et pas seulement, de manière mondiale, si je puis dire. Oui, parce que son ampleur est mondiale. Oui, ou la peinture haïtienne, tout ça, on est saisi de vertige devant sa connaissance de... Voilà. Donc, alors, précisément, le mot de vertige... Le mot de vertige est difficile parce que effectivement, il y a dans l'écriture de ces essais un aspect difficile. Alors, il faut attaquer directement la métamorphose des dieux là, avec le surnaturel, l'irréel, puis l'intemporel. Il y a deux choses. Il y a deux temps dans sa pensée. Le premier temps, c'est les voix du silence, dont la première partie est publié en livre de poche sous le titre Le Musée imaginaire. Je crois que c'est ce livre de poche qui peut lancer le mouvement. Qui peut être une porte d'entrée. Voilà. Bon, en tout cas, nous allons nous replonger dans les écrits sur l'art d'André Malraux. Merci beaucoup Henri Godard d'être venu à ce micro, donc présenter à travers Céline la littérature chez Gallimard. Je signale également aussi il y a quelques années votre biographie de Céline chez Gallimard. Avant de nous quitter, je voudrais vous signaler, chers auditeurs, deux parutions. On parlait de Malraux. Il y a l'ami japonais de Malraux, Tadeo Takemoto, qui publie un livre qui s'appelle L'âme japonaise en miroir, où il est beaucoup question de Malraux. C'est aux éditions Entrelacs d'Hervy. Et je voulais vous signaler, comme lecture d'été, un roman inédit de Marcel Brion, Ivre d'un rêve héroïque et brutal. C'est d'après un vers d'Heredia, un roman sur Hernando de Soto, un des conquistadors les plus connus. Merci beaucoup, chers auditeurs. Au mois prochain.